révolutionnaire du point de vue des observateurs. Et donc voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous développer et présenter ses produits. Voilà. Merci Jean-Marie. Et comme chaque année, merci Jean-Marie pour effectivement organiser les NCN. C'est la 6e année donc, que je viens. Je pense que c'est la 6e conférence. Chaque année, elle évolue un petit peu, donc il y a des nouveautés par rapport aux années précédentes. Et donc nous allons traiter des ovnis. Donc les ovnis qui ici ne sont pas des objets volants, mais qui sont des oculaires de vision nocturne intensificateurs. Ce sont donc des oculaires qui vont permettre d'amplifier la lumière. J'ai mis encore un petit peu plus près peut-être de moi. Ça marche. Ok, alors je rapproche un petit peu le micro, effectivement. Et si jamais à un moment donné c'est trop fort, vous me le direz. Donc les oculaires intensificateurs, donc qui permettent d'amplifier la lumière dans différentes longueurs d'onde, et qui vont être transcrits dans le domaine du visuel pour pouvoir justement observer plein de détails sur les objets du ciel profond. Donc, je le disais tout à l'heure, effectivement on entend beaucoup mieux. OVNI signifie oculaire de vision nocturne intensificateur, OVNI. Donc depuis 2019, on les fabrique. Nous sommes à Royan, en Charente-Maritime. C'est là-bas qu'on a notre bureau d'études et qu'on développe et qu'on fabrique donc tous ces oculaires. On expédie dans le monde entier. Alors bien sûr, il y en a une grande part en France. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont présents durant la nuit du Cosmos Noir, même durant l'autre Star Party Astrociel qui se fait en parallèle. Et puis après, niveau expédition, c'est beaucoup États-Unis, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, et l'Union européenne évidemment. Donc vraiment, dans le monde entier, il n'y a pas de limite. Et ils vont être, ces oculaires, dédiés à l'observation visuelle, à l'astrophotographie, mais également tout ce qui est partie scientifique, et également sur le suivi et la détection des satellites. Donc ça, on va le voir durant la conférence. Tout d'abord, en vous présentant les oculaires donc, et leur évolution. Donc de 2019 à 2025, naturellement, on a évolué sur les produits. 2019 a commencé avec ce que l'on appelle l'OVNI M, le M signifiant monoculaire. Donc l'OVNI M était disponible en 3 versions, qu'on va appeler le foam. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard, vraiment, pour pouvoir le comprendre. On a également donc, des accessoires qui ont été développés en parallèle. Et vous le voyez, au fur et à mesure des années, l'OVNI M a évolué vers un foam qui est plus élevé en entrée de gamme, mais également un foam plus élevé sur le haut de gamme. En parallèle, on a l'OVNI B qui lui a vu le jour en novembre 2020, également en 3 versions, et qui ensuite a de la même façon évolué. Et on a des accessoires qui sont toute une gamme optionnelle, naturellement, par rapport aux besoins de chaque personne. On a tous des préférences, tous du matériel différent au niveau des télescopes, et on va tous aimer faire des choses, soit du visuel, de la photo, donc avoir des besoins différents. Et 2025, on avait l'OVNI S qui était prévu, mais qui sera décalé à 2026. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Qui s'adresse uniquement aux professionnels. L'OVNI M, donc, c'est un oculaire de 26 mm de focale. Il fait à peu près 10 cm, 250 grammes, donc il est très léger. Il est comme un oculaire classique en verre, à la différence qu'à l'intérieur, il va intégrer un tube intensificateur. C'est ce tube qui va permettre justement d'amplifier la lumière. Alors, il est équipé également d'un coulant en 1,25 ou 31,75 mm, puisqu'on va pouvoir le mettre dans un porte-oculaire directement du télescope ou d'une lunette. Il a des petites fonctions un petit peu différentes. On va avoir également ce que l'on appelle le réglage dioptrique pour s'adapter à la vue de chaque personne. On a tous des yeux de plus ou moins bonne qualité, donc il est important de pouvoir s'adapter à chaque personne qui porte des lunettes ou non. Et puis également, eh bien, on va avoir un bouton à l'avant qui est le bouton de contrôle du gain. Ce bouton permet d'ajuster l'intensité lumineuse de manière plus ou moins forte. Et ça, c'est difficile à décrire, mais quand on est sur le terrain et que ce soir vous allez venir observer, vous comprendrez vraiment l'intérêt de ce petit bouton. Donc ça, c'était l'OVNI M. Comme je vous l'ai dit, on a également... Alors l'OVNI M, oui, est également proposé dans une gamme de couleurs pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Je vous ai parlé de l'OVNI B, donc cette fois-ci, le B va signifier binoculaire. Donc oculaire, de vision nocturne intensificateur, binoculaire. De la même façon, on a un coulant qui va être en 31,75 mm, mais on a également un coulant en 50,8 mm
L'OVNI M peut être modifié si besoin, mais l'OVNI B, lui, en tout cas, l'intègre d'origine. On a également le réglage d'optique qui va se faire à la base de chaque œil, de chaque oculaire, qui est ici. On a également un réglage interpupillaire, parce qu'on a tous une distance, un écartement entre les yeux qui va être plus ou moins important. Donc on va avoir ce réglage qui va se faire à la base de chacun des deux oculaires pour soit les rapprocher, soit les éloigner. Et de la même façon que sur l'OVNI M, on a cette fois-ci le contrôle du gain qui va se faire à l'avant droit. Encore une fois, donc pour augmenter ou baisser l'intensité lumineuse. Plusieurs couleurs, toujours pour la customisation qu'on appelle l'OVNI Color, qui permet d'avoir la couleur de son choix. Alors, comment va fonctionner le tube intensificateur qui est à l'intérieur de l'OVNI M et de l'OVNI B? Il est intéressant de comprendre que déjà, il est proposé en 3 versions. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la version qui est le foam 2200-2400, qui est l'entrée de gamme. Le milieu de gamme va être le foam 2400-2600. Et le foam 2600-2800. Tous ces tubes intensificateurs sont la création OVNI Night Vision. Ce sont des tubes OVNI Night Vision Astronomy Grade qui ont donc des performances qui sont optimisées pour l'astronomie, puisqu'on va avoir des besoins différents par rapport à, par exemple, quand vous pensez éventuellement au domaine militaire ou au domaine de la chasse, qui utilisent également des tubes intensificateurs. Il y a le domaine médical également qui va en utiliser. Et pour l'astronomie, on a vraiment d'avoir des besoins très très spécifiques, puisqu'on va observer dans des longueur d'onde et de la lumière qui est vraiment très très faible. La lumière qui vient du ciel est beaucoup plus faible par exemple que la lumière au niveau du sol, au niveau terrestre, quand on pense à la chasse ou à la guerre par exemple. Donc il a une teinte monochromatique. Là également, souvent quand vous pensez intensification, amplification, des fois quand on voit dans les films, à la télévision ou même dans les journaux de TF1 ou autres, on voit des fois des images qui viennent de systèmes intensificateurs qui sont verts. Mais dans notre cas, ce sont une teinte qui est noir et blanc, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle par rapport à ce qu'on peut observer avec un oculaire classique. Donc c'est beaucoup plus agréable naturellement pour l'observateur. Et quand on passe plusieurs heures, en tout cas, à observer différents objets, on a une fatigue qui est beaucoup moindre que sur une lumière verte qui est, à mon sens, pas forcément adéquate. Il va avoir donc le contrôle du gain, ça c'est intégré directement au tube, qui ensuite va donc se modifier avec le petit bouton et la petite molette que je vous ai montré auparavant. Il faut savoir que ce sont des tubes qui ont à peu près 12 000 heures minimum, je parle bien de minimum de durée de vie. 12 000 heures, c'est quand même conséquent, ça veut dire 3 heures toutes les nuits pendant 10 ans. Naturellement, personne ne le fait puisqu'il va neiger, il va pleuvoir, il y aura des nuages, on ne peut pas observer chaque nuit pendant 10 ans de manière consécutive. Donc dit autrement, c'est 3 heures par semaine pendant 70 ans. Donc le tube a une durée de vie qui correspond toute la durée de vie et plus peut-être de l'utilisateur. Donc vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça, c'est extrêmement conséquent. Et après 12 000 heures, il continue de fonctionner, simplement il va perdre un petit peu en intensité lumineuse. Chaque tube est fourni avec un bulletin de contrôle. Et également, on a des tubes qui sont vraiment très spécifiques là encore à l'astro, qui sont des tubes dits clean tube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spot, il n'y a pas de tâches, qui sont souvent des tâches qui sont faites lors de la fabrication des tubes, qui encore une fois dans d'autres domaines ne sont pas un souci, mais dans l'astronomie, il est important de ne pas avoir une petite tache noire sur le tube, par exemple en plein milieu où ça gênerait l'observation et de voir les détails sur les objets du ciel profond. Ils sont sensibles dans des longueurs d'onde qui vont aller de 390 nanomètres à 1000 nanomètres. Alors, vous le savez peut-être, l'œil humain, lui, va voir entre 400 et 700 nanomètres. C'est ce qu'on appelle le domaine du visible. Au-delà, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Donc, l'OVNI, lui, va pouvoir détecter, tout simplement, dans l'infrarouge. Il a un pic de sensibilité qui, justement, est à peu près à 800 nanomètres, entre 750 et 800 nanomètres. C'est là où il est le plus performant. Cependant, il va quand même descendre jusqu'à 390 nanomètres et même encore un petit peu moins, mais simplement on garantit 390 minimal, qui est le domaine de l'ultraviolet. Ce qui permet d'avoir donc des détails dans des longueurs d'onde qui sont totalement invisibles. Vous pourriez avoir le plus grand télescope du monde, un télescope de 10 mètres, et mettre un oculaire classique, vous ne verriez pas les mêmes détails que vous pouvez voir avec un OVNI M ou un OVNI B dans un petit télescope par exemple, tout simplement parce que vous allez voir des détails
qui sont dans des longueurs d'onde différentes ou qui sont retransmises dans le domaine du visible. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement avant de la voir. C'est en fait comment va fonctionner l'intensification. Alors, il y a trois paramètres. Tout d'abord, on a la photocathode qui va permettre de transformer les photons en électrons, parce que naturellement, donc, il va capter les photons qui viennent du ciel, donc la lumière qui est émise par les objets. On va les transformer en électrons. Ensuite, on va les démultiplier grâce à la plaque multicanaux. Et à la fin, pour qu'ils puissent être visibles par nos yeux, ils vont être retransformés en photons par la partie phosphore. Donc je vous montre une vidéo qui va encore mieux vous présenter ceci. Tout d'abord, on a donc les photons qui arrivent, ça c'est la lumière. Les photons vont venir passer au niveau de la partie photocathode. Donc là, à droite, photons et deviennent des électrons. Ces électrons continuent dans le même chemin d'origine, ils restent dans la même direction. Ils vont traverser la plaque multicanaux qui est composée de milliers de trous et à chaque fois ils vont se démultiplier. Donc on a cette fois-ci plus d'électrons qui vont continuer toujours sur leur chemin d'origine et frapper la partie phosphore pour se retransformer en photons et pouvoir être captés par l'œil. Voici quelques exemples de photos naturellement. Donc bien penser à ces trois étapes. Les photons deviennent des électrons, ils sont multipliés et ils sont retransformés en photons, en nombre beaucoup plus important. Donc je le disais également, il y a un bulletin de contrôle pour chaque OVNI M, OVNI B qui est produit. Sur ce bulletin de contrôle, on va retrouver différentes valeurs, certaines sont plus importantes que d'autres. Et en partie, alors déjà chaque bulletin de contrôle a un numéro de série donc, qui est propre en tout cas au produit. Par exemple, au niveau des valeurs importantes, on a la luminosité que l'on a tout en haut. Alors, je suis un petit peu petit pour vous montrer précisément. Ici, on a un niveau de luminosité de 62 800 fois. Ça, c'est le nombre de fois où les photons vont être multipliés. Également, on a ce qui est contraste, qu'on appelle EBI, pour Equivalent Background Illumination. Ça, c'est la seule valeur qui doit être la plus basse possible. Plus elle est basse, mieux c'est. Nous, on propose des niveaux qui sont extrêmement bas, et qui du coup vont vous apporter un maximum de contraste sur les objets du ciel profond. Ou d'ailleurs, je dis souvent ciel profond, mais c'est également un système solaire, où on peut également observer les planètes, on peut observer le soleil avec des filtres spécifiques, mais il n'y a pas vraiment de limite. On a également la résolution et le bruit qui, ce calcul va permettre d'avoir le foam à la fin. Tout à l'heure, je vous parle d'un foam. Ici, on a un foam de 2621, donc, qui est le produit ici avec les performances les plus élevées, on est entre 2600 et 2800. Et en fait, c'est un calcul qui vient se faire donc, entre la résolution et le bruit. Et dans ce cas présent, on a une résolution de 72 paires de lignes par millimètre, multiplié par le SNR qui correspond au signal sur bruit de 36,4. Donc on calcule 72 par 36,4 et on obtient ce chiffre, ce fameux foam de 2621. Donc le foam est vraiment la valeur principale. Toutefois, le foam seul n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est prendre de manière générale toutes les valeurs pour vraiment bien comprendre à quel point le tube va être performant. En plus de la sensibilité dans les longueurs d'onde, en plus de sa version en noir et blanc. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. Et en plus d'avoir un tube qui est propre également, donc sans black spot, comme je le disais tout à l'heure. Comment on va l'utiliser? Donc ce soir déjà, vous avez la chance, normalement, d'avoir un petit peu de beau temps. Alors avec Jean-Marie, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est en début de soirée par rapport à ma météo. La sienne dit que c'est en deuxième partie de soirée et on espère avoir tous les deux raison. Comme ça, on aura toute la nuit pour pouvoir observer. Donc naturellement, sur le télescope, on va pouvoir l'utiliser de base
au foyer du télescope. C'est-à-dire qu'on va prendre son OVNI M, prendre son OVNI B et le mettre directement dans le porte-oculaire du télescope. Ça, c'est le mode au foyer. C'est ce qui va servir, j'ai envie de vous dire, pour 99% des observations. Donc galaxie ou autre. Alors, je vais vous montrer des photos, ce sera encore plus parlant. Vraiment, vous venez prendre l'OVNI M, vous le mettez directement dans le télescope, ou l'OVNI B, pareil avec la lunette. Et puis si on veut grossir, on va pouvoir ajouter des barlots. Comme avec un oculaire classique, c'est exactement pareil. On va mettre soit barlot dessous, on va mettre son OVNI dedans, barlot x2, x4, x5, peu importe. Ou alors on peut aussi mettre des réducteurs de focale pour avoir un champ qui soit encore plus grand. Ça, c'est la première méthode qui est vraiment la plus importante lors des observations. Si on veut avoir du très grand champ, on va avoir une méthode qui s'appelle le montage afocale. Dans cette partie-là, on va venir intercaler un oculaire en verre, un oculaire classique, entre le télescope et l'OVNI M. Pour cela, on va utiliser l'OVNI afocal adapteur qui va permettre du coup d'assembler l'ensemble. Donc vous avez un exemple en haut avec l'OVNI M, ensuite avec l'OVNI B en bas. Encore une fois, télescope, lunettes. On peut aussi mettre des roues à filtre. Alors c'est aussi possible en montage au foyer comme on l'a vu avant. Et cette méthode-là, elle a pour unique usage d'avoir un champ extrême, d'avoir un champ immense. Et dans un idéal, c'est de l'utiliser avec un oculaire télévue Plössl de 55 mm qui se transforme en 67 mm. Ça donne un champ gigantesque. Vraiment bien penser que cette méthode-là, elle est uniquement faite pour du très 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 grand champ. Donc principalement les grandes nébuleuses, comme on a pu le voir hier soir par exemple, sur M17, M16, M8, M20. Voilà, même sur un gros Dobson, et ben là on va pouvoir avoir un immense champ qu'on n'arrive pas à obtenir avec un oculaire classique, où on va être limité sur un champ qui sera beaucoup moindre, beaucoup plus petit. On a à peu près 2,5 fois plus de champ quand on observe en méthode afocale. Quel télescope utiliser pour le montage au foyer et le montage en afocale? Et ben en fait, il n'y a pas de limite, pareil. Tous les télescopes vont fonctionner. Alors, on a souvent des Dobson, c'est vrai que c'est ce qui revient le plus souvent, tout simplement parce qu'il y a plus de visuelleux qui vont utiliser des ovnis que des astrophotographes, bien qu'on peut faire exactement les deux disciplines. Ici, vous avez un exemple avec un Mexicain qui, lui, a mis son OVNI B sur un télescope Obsession Dobson de 15 pouces. Ensuite, vous en avez un en Nouvelle-Zélande qui, lui, en fait, a une binoculaire de 150 mm. Donc, il a mis ses deux OVNI M à l'arrière. D'ailleurs, on est sur un montage afocal avec 2,67 mm. Ici, on a un Australien qui a mis son OVNI M dans une petite lunette. Et puis en haut à droite, vous avez Thierry Legault qui lui l'a mis également dans un petit instrument, même si d'ailleurs depuis, je crois qu'il s'est équipé d'un télescope de 400 mm. Et en bas à droite, vous avez Hugues Laroche, lui c'est un Belge qui a un télescope de 45 pouces. C'est monumental. Le miroir fait 1,14 m. Il a un OVNI M, un OVNI B, et c'est vraiment incroyable. Donc là, on est vraiment sur les deux modes qui sont au foyer et en afocale. Il existe un troisième mode qui est le mode à la main. Donc vous le tenez comme des jumelles devant vos yeux, donc sans télescope ni aucun autre objectif, ni aucun autre instrument type télescope, ni aucune lunette, pardon, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc vous allez le tenir à la main et on aura un grossissement de une fois, tout simplement parce que l'arrière, l'OVNI M fait donc 26 mm de focale et à l'avant il a une lentille qui également fait 26 mm, donc 26 divisé par 26, on a une fois. L'OVNI B, lui, est différent, c'est du 27 mm au niveau de la focale, et à l'avant, il a une lentille de 27 mm également, donc cette fois-ci, on est toujours sur du une fois. Donc c'est très très impressionnant, on l'a fait hier soir également dans le ciel. Jean-Marie, je pense que tu es un grand disciple de cette méthode. Et on a également la possibilité de pouvoir grossir, et cette fois-ci, ça va être en utilisant un objectif. Alors, on a un objectif photo ici qui est un Cosmicar qui va permettre d'avoir à peu près 3 fois de grossissement. Mais on peut mettre d'autres objectifs et bientôt, on aura un nouvel objectif d'ailleurs que l'on va proposer en collaboration avec une marque qui est TT Artisan. Donc, c'est une collaboration OVNI TT Artisan qui permettra d'avoir un objectif 3 fois. J'en ai un exemplaire d'ailleurs que j'ai amené ici. Donc, il n'est pas encore totalement en production, mais il sera très bientôt disponible. Et puis on va pouvoir également mettre un filtre à l'avant.
Alors d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous parlais effectivement méthode au foyer à focale, on vient mettre un filtre sur l'OVNI M ou l'OVNI B. Encore une fois, comme avec un oculaire classique, il n'y a absolument pas de modification. Vous mettez votre filtre sur le coulant, directement, vous le vissez. Et quand on est sur le mode, le mode jumelle, le mode à la main, eh bien, on peut mettre un filtre à l'avant. Ici, on a un tout petit adaptateur qui s'appelle l'OVNI Filter Adapter, qui donc fonctionne uniquement pour ce mode à la main. Puisque quand on est au foyer ou en afocale, on le visse directement dans le coulant. Quelques exemples là aussi. Alors on a ici un japonais qui a mis un petit renvoi coudé à l'arrière de son OVNI M, donc pour l'observation toujours à la main. Ici on a un américain, Morton Harwood, qui lui, alors les 4 photos sont de lui d'ailleurs, a fait plein de systèmes différents pour observer avec son OVNI M, en ajoutant différents types d'objectifs. Il n'y a pas de limite, encore une fois, on peut tout y associer ou presque. Il s'est amusé à faire d'ailleurs un montage avec une chaise longue pour être tranquillement installé la nuit. Et ici vous avez, alors ça c'est une photo que j'ai fait qui est à moi en fait, c'est un objectif militaire qui est ouvert à 1,2 et qui fait 130 mm d'ouverture, donc c'est assez rapide. Donc vraiment là encore, tout est possible. Même si donc, de base vous avez donc une fois, et puis après vous pouvez ensuite vous équiper de d'autres systèmes pour avoir un grossissement supérieur si besoin. Quels astronomes? J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Ça va être déjà pour tous les astronomes qui soient amateurs ou professionnels, et donc qui vont vouloir justement faire donc de l'observation visuelle. Encore une fois, soit avec un télescope ou sans télescope. Et la deuxième partie, je vais un tout petit peu plus vite. Parce qu'en fait, ce soir, vraiment, vous aurez l'occasion de pouvoir venir observer. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps. Des fois, on fait des conférences où c'est sur Paris ou ailleurs, durant d'autres salons où il n'y a pas la possibilité d'observer. Mais ce soir, c'est très important. La conférence, c'est super, c'est chouette. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est de venir observer pour vraiment encore mieux comprendre le fonctionnement. Donc au niveau des observateurs visuels, il est intéressant d'aller lire des articles qui sont parus dans différents magazines dans le monde entier. Donc en France, on avait AstroSurf Magazine qui avait fait un reportage sur l'OVNI B. Aux États-Unis également, on a l'OVNI B qui était à la une de Astronomy Technology Today. Au Royaume-Uni, pareil, on avait Astronomy Now avec l'OVNI M qui a fait une première page. Et puis après, il y a encore d'autres magazines qui mentionnent et qui font des articles, que ce soit en Allemagne ou en France, avec Ciel et Espace par exemple, encore États-Unis, Angleterre, voilà, différents pays. Et vraiment, si vous voulez également avoir quelques avis supplémentaires, mais bon, encore une fois, ce soir, vous allez tous venir observer, bien évidemment. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller forcément lire tous ces avis-là. Mais bon, s'il y a vraiment, effectivement, il y a besoin, vous pouvez aller sur le site directement, le site OVNI Night Vision, dans la catégorie avis et presse, et vous aurez donc à la fois des articles donc de magazines et des articles également YouTube sur des utilisateurs ou sur des conférences que j'ai pu faire auparavant, des émissions radio également d'utilisateurs qui en parlent. Et puis vous avez également quelques liens qui vont sur WebAstro, AstroSurf ou des sites Angleterre, Italie, allemand, pour ceux qui parlent plusieurs langues, pour lire en tout cas vraiment les reviews, les avis des utilisateurs aussi bien de l'OVNI M que de l'OVNI B. On peut également, donc, quand on fait du visuel, faire du dessin. Ici, on a Pierre Strock qui avait fait ces 2 dessins qui sont très intéressants vraiment pour voir vraiment, là c'est sans télescope, hein, d'ailleurs je le précise, effectivement c'est sans télescope, c'est directement tenu à la main. Et on arrive en fait en mettant un filtre à l'avant. Alors je conseille l'OVNI Nebula Filter qui est un filtre dual band qui fait O3 H-alpha, qui va vraiment me permettre de faire ressortir tous les détails des nébuleuses, tout en assombrissant un petit peu les étoiles, parce qu'en fait on est vraiment dans des longueurs d'onde qui sont très très étroites. Donc vous avez effectivement ici sur la partie gauche la région qui va donc du Sagittaire à l'écu de Sobieski. Donc on va venir voir justement les M8, M16, M17, M20 qui sont ici, qui sont donc en rouge. Et puis donc ça c'est visible en ce moment, hein. Ce soir on pourra le faire, mais on pourra également faire ce soir l'observation, donc toujours en mode jumelle à 1 fois de grossissement ou même à 3 fois. Ici on a North America. Et on a la région tout autour de Sadr. Tout ça, c'est extrêmement nébuleux, c'est immense dans le ciel. Mais naturellement, on ne le voit pas à l'œil classique si on n'a pas d'OVNI. Et pourtant, on a des nébuleuses dans le ciel qui sont vraiment partout, partout, partout. Le long de la Voie lactée, on en a, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut avoir.
Et la plus grande, c'est celle qui est dans Orion, qui est la boucle de Barnard, donc pas en ce moment, c'est plutôt en hiver, et qui est gigantesque. Elle est encore beaucoup plus grande que ce que vous verrez ce soir, qui sera déjà immense par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Ensuite, donc c'est l'astrophotographie. Donc là, évidemment, certains vont faire que de l'astrophoto, d'autres vont faire du visuel, et puis il y en a qui vont réunir les deux disciplines. Donc l'astrophoto, on va pouvoir la faire soit au smartphone, et puis quand c'est un petit peu plus poussé, on peut la faire directement avec caméra ou appareil photo. Et pour ça, donc on va proposer l'OVNI Smartphone Adapter qui est pour le smartphone, et l'OVNI Camera Adapter qui va permettre de connecter une caméra ou un appareil photo directement à l'arrière de l'OVNI. Voici quelques exemples de montage. Là, vous en avez plusieurs, effectivement. Je crois que là, c'est un Allemand qui a fait ce montage-là. On doit avoir un Autrichien qui a fait celui-ci. On a Thierry Legault en haut à gauche. On a encore un autre Allemand en haut à droite. Mais voilà, il y a plein de montages possibles. Et à chaque fois, à prendre l'OVNI, en fait, donc un focal adapteur qui va permettre vraiment de venir mettre sa caméra à l'arrière pour faire des photos, donc du ciel profond ou du système solaire, sans restriction. Quelques exemples, ici donc avec un utilisateur allemand, Martin Fiedler. Et en fait, lui, il utilise la technique du Lucky Imaging, qui est plein de photos vraiment à pose très très courte, extrêmement rapide. Et il vient les additionner. Et finalement, en faisant plein de photos très courtes, il lui faut seulement, là je crois on est à 3 minutes effectivement, pour avoir déjà des détails qui sont assez incroyables. Des fois, il faut plusieurs heures de pause pour les obtenir. Donc vous avez ici à droite, en tout cas, les piliers de la création, en plein centre. On voit bien les trois pattes, les trois doigts qui sont présents. Et en plus, il a même pas fait, effectivement, je le mentionne, il a fait 0 dark, 0 flat. C'est assez rapide comme technique et très simple. On a North America, donc qu'on va observer ce soir, qui est là, avec le pélican sur la droite. On a la rosette également de l'autre côté. Et là encore, on est toujours sur la même technique. On est sur des temps de pause qui sont de l'ordre de 3 minutes. Donc c'est vraiment très très court. Et puis, pourquoi pas aussi observer les aurores boréales, c'est toujours possible. On a une vidéo qui va se lancer. On avait Corinne, qui est une Française également, Corinne Yaya, qui elle avait utilisé son OVNI. Alors, c'est pas elle qui a fait cette vidéo-là, mais qui l'avait utilisée, qui l'avait retranscrit sur AstroSurf et WebAstro, en disant qu'elle avait pu observer beaucoup plus par rapport au visuel sans OVNI. Elle a vu beaucoup plus avec l'OVNI que sans OVNI. On va pouvoir également voir plein d'autres objets, des objets vraiment auxquels on pense jamais et qu'on ne peut pas voir de manière classique. Ce sont par ici, donc sur la gauche, les vagues gravitationnelles. Aucun rapport avec les ondes gravitationnelles. Les vagues, ce sont des turbulences atmosphériques à très haute altitude qui vont être visibles. Et là, on va pouvoir les observer. Donc ici, c'est un Américain, d'ailleurs, qui lui taille des miroirs, il est très connu. Qui a fait cette photo-là. À droite, on a des sprites. Ici, c'est quelqu'un qui est américain, c'est fait depuis Hawaï, également avec son système de vision nocturne, qui a fait donc les sprites, qui sont durant les orages, on a des éclairs très courts, très brefs, très rouges, et ils sont très difficiles naturellement à obtenir. Mais en tout cas, il a réussi avec son système à pouvoir les obtenir sur cette photo. On va également observer, pourquoi pas le Soleil, pourquoi pas les planètes, alors avec des filtres spécifiques. Là, pas directement l'OVNI sans filtre, il faut mettre un filtre. Si on veut faire les planètes, eh bien, on peut utiliser l'OVNI Moons and Planet Filters, qui va permettre d'observer alors c'est un kit que l'on propose de 2 filtres. On a un filtre qui est dans l'ultraviolet au niveau du méthane, et on a un filtre qui est pardon, excusez-moi, je me reprends. On a un filtre qui est dans l'ultraviolet, pardon, et on a un filtre qui est dans l'infrarouge au niveau du méthane. Donc ici, on a à gauche Saturne, à droite Jupiter, qui ont été pris justement donc là avec le filtre méthane, donc de l'OVNI Moons and Planet Filters. Et on va venir voir des choses qui sont encore différentes de l'observation avec un oculaire classique. Certes, on n'a pas les couleurs, mais on a des détails qui vont ressortir beaucoup plus au niveau des anneaux, au niveau de la tache rouge. Et en fait, on voit des phénomènes qui sont différents par rapport à un oculaire en verre.
On peut aussi observer le soleil. Ici, on a toujours Thierry Legault qui avait fait cette photo, mais en fait, qui a pu observer le soleil dans la longueur d'onde du calcium. Il a pu le faire du visuel avec son OVNI. Alors que normalement, c'est impossible. L'œil n'est pas sensible à cette longueur d'onde. Mais grâce à l'OVNI, il a pu observer dans le domaine du calcium, dans la longueur d'onde du calcium, le soleil. Et il en a fait une photo juste pour représenter ce qu'il avait pu observer à ce moment-là. Donc toujours dans la catégorie pour quels astronomes, on a également tout ce qui est la partie scientifique. La partie scientifique, eh bien, on va avoir différents domaines. Alors là, c'est très très varié, c'est très très large. Vraiment, si vous aimez faire de la photographie, de la photométrie, pardon, ça peut aussi être au niveau amateur. C'est pas forcément toujours au niveau professionnel, on peut aussi faire de la recherche. Il y a plein de programmes avec par exemple l'Observatoire de Paris, Gemini ou autres. Enfin bref, il y a plein de choses possibles. Donc la photométrie, la spectroscopie, la polarimétrie, l'astrométrie, la découverte des exoplanètes et des supernovas. D'ailleurs, on a une supernova ce soir qui sera intéressante à observer. Donc tout ce qui est étude du ciel. Donc on travaille avec différents organismes également dans le monde entier qui utilisent des ovnis pour faire toute cette partie scientifique. Et puis on a également donc le SDA qui lui correspond en fait donc à l'identification et au suivi des débris et des satellites spatiaux. On va en parler un tout petit peu dans la suite. Alors ici justement par rapport aux satellites, on travaille avec l'université d'Arizona qui nous a passé une commande pour plusieurs ovnis M et ça c'était en 2024, c'était l'an passé. Bon, c'est un exemple avec leur télescope à gauche, donc l'université d'Arizona. Et effectivement à droite, je parle de l'OVNI S, ça j'en ai parlé un tout petit peu au début, qui était prévu en 2025, mais en fait ce sera plutôt pour 2026. C'est vraiment un OVNI spécifique justement pour tout ce qui est professionnel et contrôle à distance. Donc pour le moment, il est décalé à 2026, mais il s'adressera uniquement aux professionnels dans un cadre très très spécifique. On peut aussi, alors là c'est fait par un amateur pour le coup, même si ça reste assez scientifique, mais c'est fait par un amateur. Ici, il a pu capturer le pulsar du crabe, qui est en fait c'est un pulsar qui a du coup donc deux activités en l'espace de 33 millisecondes, que l'on peut voir clignoter à peu près au centre de l'image. Alors même si cette image elle est pourtant assez brouillonne quand on la voit, et elle reste exceptionnelle, surtout si on la compare avec des observatoires professionnels qui ont des beaucoup plus gros télescopes. Ici on a un télescope de 600 mm, et en haut à droite, hop, je vous fais une petite animation. On a un télescope de 4 mètres qui est mis dans un site qui est fantastique. Un autre de télescope de 2,50 m, mais sans OVNI. Et pourtant, avec un OVNI et un télescope beaucoup plus petit et un site beaucoup plus pollué, on arrive à avoir des images qui sont encore plus détaillées de ces objets. Un autre exemple, c'est le parachute d'Andromède, qui est un quasar, mais qui est en fait aussi du coup une lentille gravitationnelle, puisqu'en fait, on va voir un objet qui est en arrière-plan, mais on va le voir multiplié 4 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup la lentille gravitationnelle. Et à gauche, vous avez l'exemple avec un OVNI M, toujours avec un télescope de 600 mm. C'est la même personne qui avait fait l'image avant du pulsar du crabe. Et vous avez à droite la comparaison avec l'image la plus résolue au monde avec le télescope Pan-STARRS de 1,80 m qui est à Hawaï. Eh bien, on arrive à comparer tout de même les deux qui sont assez proches. Et ce qui est encore plus incroyable, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait la personne qui a fait cette photo a pu voir en visuel, de manière très très faible, mais il a pu voir en fait les trois objets en fait qui sont en haut de la photo. Là. Le quatrième en bas était pas visible, mais là on est vraiment sur des choses qui sont absolument uniques. Et puis on a aussi toute la partie des clubs d'astronomie, associations, ou même des fois également des personnes qui vont se promener avec leur télescope et proposer des activités un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui vont pouvoir donc bénéficier de l'OVNI ou de l'OVNI B. Ici j'ai mis une liste non exhaustive des différents clubs ou des différentes personnes qui justement proposent des activités avec un OVNI. Alors j'en ai mis beaucoup en France, l'Observatoire des Baronnies provençales, l'Observatoire de Marseille, peut-être qu'il y en a un près de chez vous ou non, mais en tout cas il y en a un petit peu partout. Voilà, que ce soit à Gap, dans les Yvelines, voilà,
voilà, enfin vous avez c'est non exhaustif, donc en tout cas vous avez du choix si vous voulez également après observer dans des clubs en France ou à l'étranger. Alors en résumé, donc je vous le disais, l'OVNI M donc il fait 26 mm de focale, alors que l'OVNI B elle en fait 27. On a les 3 modes d'utilisation qui sont le mode au foyer, donc vraiment c'est le mode principal. C'est le plus simple, c'est le meilleur, et le mode à focale, lui c'est uniquement pour avoir du très très grand champ sur les nébuleuses diffuses principalement. Et puis le mode jumelle qui est également très très surprenant et très très impressionnant en tout cas quand vous faites comme ce soir. On va avoir un gain qui est d'environ 4 magnitudes, on va gagner 4 magnitudes par rapport à un oculaire classique. Alors 4 magnitudes stellaires, mais en fait c'est variable. On va avoir des objets sur lesquels on va gagner encore plus que 4 magnitudes. Et que en fait c'est même pas comparable, comme je vous le disais, on va pouvoir observer des détails dans des longueurs d'onde qui sont de toute façon invisibles même avec le plus gros télescope du monde et un oculaire classique. On a donc des longueurs d'onde qui vont de l'UV à l'infrarouge jusqu'aux 1000 nanomètres. Un champ qui va être vraiment très très grand. Et surtout une facilité d'utilisation puisque c'est plug and play. Là vraiment vous positionnez dans le porte-oculaire et vous observez. Donc voilà, vraiment plein de choses qui sont bien à connaître. Et puis enfin, si vous voulez avoir encore plus d'informations, alors déjà si vous avez des questions à la fin, j'aurai plaisir à y répondre. Et puis également ce soir, observer tous ensemble. Mais évidemment, vous avez le site internet OVNI Night Vision. Si vous voulez suivre toute l'actu qui est presque chaque semaine ou toutes les 2 semaines, en tout cas on met une news, vous avez le blog sur le site OVNI Night Vision /blog. En fait, vous pouvez le retrouver tout en haut à droite sur la première page ou tout en bas également sur la première page. Si vous avez un accès à Facebook, vous avez les mêmes news sur Facebook que sur le blog, c'est exactement pareil, sauf que bon, des personnes n'ont pas Facebook, donc vous pouvez en tout cas y accéder dans les 2 cas. On a également un groupe privé là, uniquement sur Facebook pour tous les utilisateurs qui viennent échanger leurs observations, qui viennent donner des conseils, qui viennent donner leur avis sur des tests de matériel, par exemple des oculaires en afocale ou sur des différents télescopes, qui viennent vraiment donner leur ressenti et leur façon d'observer. On a également tout ce qui est tuto vidéo sur la chaîne YouTube pour vraiment comprendre le fonctionnement avec les accessoires. Et puis après, vous pouvez aussi me contacter directement par email, donc à joko@ovni-nightvision.com. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions et je vous remercie pour je vous remercie pour votre assistance et votre présence. Merci beaucoup. Y a-t-il? Alors, pour ceux, enfin les questions qui n'ont jamais observé, si vous voulez être surpris, je vous invite vraiment ce soir à rejoindre Jonathan sur le terrain. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais il y aura un drapeau OVNI Night Vision que j'allais installer tout à l'heure. Donc vous aurez un oriflamme, un drapeau, et ce sera effectivement l'endroit où je positionnerai le télescope pour pouvoir se retrouver et observer. Des questions? Moi j'en ai une. Tout le monde a compris, ou alors j'ai pas du tout été clair et personne n'a compris. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça fonctionne sur pile. Oui, bien sûr. Voilà. On a 2 piles AA pour l'OVNI B. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est du direct. C'est vrai, ça aussi, je ne l'ai pas précisé, effectivement. Là, on est vraiment dans l'observation directe. On n'a pas besoin d'avoir un go-to ou un système autre pour observer. Ce n'est pas du numérique, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la photo. On est sur une observation directe des objets. On a 2 piles AA dans l'OVNI B et une pile CR124 dans l'OVNI M. Ok, on va dire que c'est clair. Merci beaucoup. Ah, il y en a une encore. Est-ce que l'OVNI on va avoir une meilleure résolution sur des objets qui émettent plus, par exemple, en ultraviolet? Alors oui, tout à fait. Justement, dans le sens où l'OVNI, lui, a un pic de sensibilité entre 750 et 800 nanomètres. Pardon, en ultraviolet. Je confonds encore. J'ai confondu tout à l'heure déjà en expliquant. Mais oui, en ultraviolet. Ultraviolet, vous m'avez dit, ou infrarouge? Je pensais à infrarouge. Ultraviolet, oui, tout à fait. Oui. Après, ultraviolet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'objets non plus. On a Vénus, mais après, il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont très, très performants en ultraviolet. Mais par contre, sur l'infrarouge, là, il y en a beaucoup qui émettent énormément. Tout ce qui est nuages de gaz, mais aussi bien nébuleuses, mais même dans les bras galactiques des galaxies.
Donc, tout ce qui est poussière et nuages de poussière, vraiment, là, c'est très très bien résolu. Donc oui, l'infrarouge va être fortement amplifié. Pour compléter, il faut dire que quand vous regardez dans un OVNI, tous les objets qui vous a présentés, vous les voyez en direct. Les photos que vous allez voir, c'est du direct. La Nord-Américain, la Tifide, enfin bref, c'est extraordinaire. Ouais. On a certains objets, là d'ailleurs, il y a eu quelques... Enfin, bon, là c'est un petit peu presque pas hors sujet, mais hors conférence, mais effectivement il y a le Smart Eye là, de Pegasus, qui est un oculaire justement, mais qui lui est en numérique et qui se met sur les télescopes directement. Et il y a un utilisateur qui a un OVNI justement M et qui a eu ce Pegasus. Il en parle, en ce moment il en parle beaucoup sur AstroSurf et sur WebAstro, justement des comparaisons entre les deux. En fait, il faut 20 minutes d'intégration sur Pegasus pour avoir ce qu'on a en direct avec l'OVNI M. Donc vraiment, là on est sur du direct, ça n'a encore une fois rien à voir avec du visuel. Avec de la photo, vous m'avez compris. C'est ça, c'est du direct en fait. Totalement. Et à la main, quand vous vous baladez dans la Voie lactée, vous voyez tous les objets, c'est super. On plonge directement dans la Voie lactée. C'est un nouveau monde, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à nous et on voit l'invisible. Ce soir, à aller voir ça. C'est peut-être en conférence, mais comment vous avez l'idée de développer cet instrument, cet oculaire? Est-ce qu'il existe par ailleurs? Vous avez trouvé, parce que c'est logique de pouvoir faire ça, mais je voulais dire, à partir du moment où vous avez eu l'idée et vous avez sorti le premier prototype, c'était quelle année? Alors il y a eu 2 ans, j'ai effectivement eu l'idée vraiment de le faire au niveau commercial en 2017. Donc, de 2017 à 2019, c'était les 2 ans de R&D pour avoir l'OVNI M. Ce qui m'a intéressé au tout départ, c'est qu'en fait, c'est la technologie. Alors, on part jamais de rien. Hein. Une voiture électrique, par exemple, les voitures, elles existaient avant, l'électricité, ça existait avant. Et on combine quelque chose. Là, c'est pareil. Le système intensificateur existe depuis les années 40 à peu près. Ça a évolué toujours en technologie. C'est utilisé beaucoup dans le domaine militaire et dans le domaine médical. Toutefois, dans l'astronomie, il n'y avait rien qui était fait. Et moi, je trouvais ça intéressant, en tout cas, de pouvoir l'imaginer. J'avais réussi à me procurer un premier système plutôt bas de gamme, tout vert, justement, avec une image très verte. Et déjà, c'était extrêmement impressionnant ce que j'avais en visuel. Et à partir de là, moi, j'ai pensé, effectivement, me développer un produit juste pour moi, à titre perso. Mais j'avais fait quelques conférences déjà sur le système de manière générale et j'ai eu beaucoup de demandes à la fin pour me dire que ce serait intéressant d'avoir un système qui soit commercialisé. Donc vraiment en 2017, c'est là où j'ai dit ok, je vais me lancer dedans et je vais y réfléchir. Et du coup, pendant 2 ans, ça a permis d'aboutir à l'OVNI M en 2019 et l'OVNI B qui lui a vu le jour en 2020. Et ça n'existait pas avant dans d'autres pays? Ah non, pas du tout. On est les seuls au monde. On est la seule société au monde à produire un produit qui soit spécifique à l'astronomie. Merci. Eh oui. Est-ce que par la suite, vous aurez une volonté de remplacer les piles par un rechargement USB? Non, mais alors la pile dure à peu près 30 à 40 heures. Donc dans une soirée, il n'y a pas besoin de changer la pile. Voilà. Avec un deuxième lot de piles, un deuxième jeu de piles s'il y a besoin, mais bon, c'est pas quelque chose qui se décharge en une nuit. Donc, Ça consomme très peu. bah oui. C'est très faible en énergie. Plus de questions? Non? Donc rendez-vous ce soir là, sur le terrain, si le ciel est dégagé. Exactement. Qui a Ok. raison? Merci à vous.